Alors aujourd'hui, on a la grande chance d'avoir Mehdi Bayat avec nous. Mehdi Bayat, c'est l'administrateur délégué du club de Charleroi. Ça a été le président de la Fédération Foot de Belgique. Autant vous dire qu'il n'y en a pas deux comme lui en Belgique qui connaissent le football. Donc on va évidemment parler un petit peu football, mais pas que. C'est un peu une anecdote qui est peut-être la meilleure chose qui me soit arrivée dans la vie. Justement, au niveau Coupe du Monde, tu penses que c'est qui le favori? Au moment où je suis en train de discuter avec lui, je me rends compte en fait qu'il est complètement à la ramasse. Le plus gros mytho au niveau du foot belge que tu as rencontré? Il y en a beaucoup. Sincèrement, j'ai vécu des moments très compliqués. J'ai pleuré. Lui, tu vas lui donner une deuxième chance directement, le meilleur, mais par contre le 10e meilleur. Alors, pour être tout à fait honnête... Arto. Alors Mehdi, merci d'être avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. Et on va directement commencer en fait par le début. Est-ce que c'était ton rêve en fait de te lancer dans le foot dès le début, ou ça t'est tombé dessus un petit peu par hasard? Non, pour être tout à fait honnête, j'ai joué au foot quand j'étais jeune, jusqu'à mes 12-13 ans. J'aimais beaucoup, mais j'avais pas le niveau pour peut-être pousser plus loin et devenir professionnel. Et c'est vrai que si on m'avait posé la question à 15-16 ans de savoir si un jour je serais patron d'un club de football, non, c'était pas du tout dans ma tête. Et donc les choses se sont dessinées un peu naturellement. Mais donc comment t'es atterri dedans? En fait, j'ai terminé, donc j'ai grandi dans le sud de la France, à Cannes, et j'ai fait mes études de commerce à Nice. Et puis à la fin de mes études, je me cherchais encore un petit peu. Et à ce moment-là, mon oncle, Abbas, qui est bien connu aussi en Belgique, parce qu'il a été président du Sporting de Charleroi, propriétaire du club pendant longtemps, et aussi dans les eaux et les jus de fruits, étant propriétaire de Lausa, puis de Chaudfontaine, avait décidé à un moment donné... après avoir été un petit peu embarqué dans le projet par les politiques Carolo à l'époque, de reprendre le Sporting de Charleroi. Okay. C'était au début des années 2000. Au début des années 2000. Ouais. Et puis, moi, vers les années 2002, où le club ne se porte pas bien, il n'a pas réussi à mettre en place le projet qu'il souhaitait. Mon frère travaillait déjà avec mon oncle, mais dans les eaux, les jus de fruits, lui, commence à s'intéresser un peu plus au Sporting. Et puis, c'est lui qui me dit à un moment donné, écoute, il a repris un club de foot, ça se passe pas bien, il y a beaucoup de problèmes, et surtout au niveau commercial, t'es un bon vendeur, viens et vois un petit peu ce que tu peux faire au niveau du Sporting. Oui, donc là, ça n'a rien à voir, en fait. Rien. Et j'arrive vraiment du jour au lendemain, ne sachant même pas, en fait, que j'allais rester les 20 années suivantes sur place. J'arrive vraiment disant, bon, OK, je vais voir à quoi ressemble cette ville, je vais voir à quoi ressemble le club, je vais voir si j'arrive à m'adapter à la situation. Et c'est vraiment comme ça que je débarque en 2002, à mon avis, à Charleroi. Tu arrives comme simple commercial, en fait, au début? Ouais. Et donc, comment tu montes les échelons? Parce qu'au final, maintenant, tu es tout en haut de l'affiche. Donc, comment ça s'est passé? Ça s'est passé que j'ai eu, souvent, je le dis, la chance d'apprendre mon métier. Parce que le département commercial dans un club de foot, c'est l'accès, en fait, à ce qui est, pour moi, le plus important. L'essence d'un club, c'est ce que représentent, en fait, ses supporters, ses sympathisants, tous les stakeholders qu'il y a autour. Et le fait de pouvoir avoir été en contact directement avec eux, ça m'a permis de m'attacher à la ville, à la région, à Charleroi, parce que j'ai été accueilli par les Carolos. C'est vrai que c'est quand même assez... c'est pas simplement un choc... c'est un peu comme le film Les Ch'tis, ou rien à voir, qu'on s'attache un petit peu... Ouais, il y a un peu de ça. Et puis bon, je veux dire, c'est pas simplement un choc climatique ou thermique, parce que bon, quand on quitte le sud de la France, où on a l'habitude d'avoir 300 jours de soleil par an, pour arriver en Belgique où il pleut 300 jours par an, ça fait quand même un petit peu bizarre, mais c'est vrai que j'ai été extrêmement bien accueilli par les Carolos, qui m'ont ouvert les bras tout de suite. Et puis, le fait de peut-être réussir aussi au niveau commercial, très rapidement, à remettre en place une structure. Mais donc, c'est quoi concrètement ton rôle commercial? Parce que tu dis parler aux supporters, mais moi, commercial, j'aurais cru plutôt trouver des sponsors, etc., non? Oui, c'est parler avec les sponsors, mais c'est aussi essayer de remplir le stade. Donc ça veut dire que c'est les deux en même temps. C'est avoir des contacts avec les supporters, c'est avoir des contacts avec le monde économique, Carolo, puisqu'il faut de nouveau créer un réseau, trouver un chef d'entreprise qui va en présenter un autre, qui va nous permettre d'étoffer le réseau et d'emmener de plus en plus de monde, que ce soit dans les travées du stade en grand public ou dans nos business sites. Et là, c'est plus du B2B et c'est des sociétés. Mais le fait d'avoir, je pense, été bien accueilli et d'avoir réussi à créer tout de suite quelque chose, quand on réussit, on a envie de continuer. Et c'est peut-être de cette manière-là que j'ai continué à passer et à gravir les échelons au niveau du club, où pendant très longtemps, j'ai été dans l'ombre de mon oncle et de mon frère, qui occupaient quand même les places les plus importantes au niveau du club. Mais j'ai fait mon petit bout de chemin. Et en 2010, on a eu une période un peu compliquée où, quand on travaille en famille, c'est toujours un peu difficile. Mon oncle s'est disputé avec mon frère. Sportivement ou financièrement? À tout point de vue, en fait, et sportivement, puisque c'est l'année où on est descendu en 2e division.
Et puis mon oncle s'est disputé avec mon frère, ils se sont séparés. Mon frère est parti pour se lancer dans une carrière d'agent. Et moi, à ce moment-là, en fait, je me plaisais vraiment. J'aimais ce que je faisais, j'aimais le club. J'avais aussi créé vraiment beaucoup de liens avec pas mal de personnes, et en soi, y compris dans le personnel. Et je me suis dit, bon, je dois tout faire pour essayer de reprendre le club. C'était une période extrêmement difficile, aussi financièrement. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai mis en place, en fait, ce projet de reprise qui m'a permis, en septembre 2012, de racheter le Sporting de Charleroi. Et, avec des backers, j'imagine. Oui, j'avais mon ami. En fait, alors, il faut savoir que c'est aussi, c'est un peu une anecdote qui est peut-être la meilleure chose qui me soit arrivée dans la vie, mais à ce moment-là, ça a été un peu difficile à accepter. C'est qu'au départ, je voulais m'entourer de beaucoup de partenaires du club, des gens de Charleroi que j'avais rencontrés. J'avais initié un projet de reprise au départ avec eux, et puis ils m'ont tous planté, royalement. Ok. Mais c'est peut-être la meilleure chose qui me soit arrivée, après coup. Pourquoi parce que finalement, ce que j'ai réussi à créer derrière m'a permis de faire en sorte aussi que même de manière, je dirais, extrêmement vénale, financière, du plus mauvais des côtés de voir les choses, je dirais, c'est que le risque que j'ai pris à l'époque, indéniablement, m'a permis aujourd'hui de faire en sorte que le Sporting de Charleroi, qui a une valorisation autrement différente, m'a permis évidemment, en étant l'actionnaire principal du club, de bénéficier aussi financièrement du risque que j'ai pris. Mais c'est vrai que sur le coup, quand ça nous tombe dessus, c'est assez effrayant, parce que je me pose la question à ce moment-là de me dire, bon, est-ce que je fais bien ? Finalement, tout le monde me plante. Et puis j'ai mon ami Fabien Debec qui à l'époque n'était même pas prévu d'être avec moi dans le projet de reprise du club, mais c'était vraiment mon ami avec qui je partageais vraiment, avec qui je me confiais. Et puis à un moment donné, quand il m'a vu que j'avais vraiment du mal à arriver au bout, il m'a dit, écoute, où est-ce que t'en es ? Qu'est-ce qui te manque ? Et je rentre avec toi dans le projet. Wow. Et là, très rapidement, on a relancé les choses, puisque je dirais le dossier était tellement prêt. Et en septembre 2012, ça a été le rachat officiel. Et à ce moment-là, vous êtes encore en deuxième division. Et à ce moment-là, on vient de remonter en D1. Ah, vous venez de remonter. Exactement. On a fait une année en D2. Sinon, en D2, c'était imprenable. Et le fait que évidemment, j'étais là au quotidien dans le club, ça m'a permis d'être bien au courant, de savoir ce qu'il en était et de pouvoir très rapidement remettre en place un projet ça, tu savais ambitieux. dans quoi tu mettais les pieds. Exactement. Contrairement à un investisseur étranger qui se fie juste sur le dossier qu'il voit. Mais quel a été ton plan concret pour relancer les choses et pour faire qu'aujourd'hui ce soit florissant ? Quand je fais un petit peu un flashback et je regarde dans le rétroviseur, c'était un risque complètement démesuré, vraiment, parce que la situation du club était catastrophique. Je me souviens que le premier bilan que je publie, c'est 4,8 millions de pertes sur l'exercice, avec 6 millions de chiffre d'affaires. Donc, le club est réellement en situation de faillite virtuelle. En plus, nos fonds propres étaient passés négatifs. Donc, on était vraiment dans une situation de faillite virtuelle. Et là, tout de suite, il faut que je comprenne que maintenant, j'ai les clés en main. Ça veut dire qu'il n'y a plus de... Il n'y a personne derrière, voilà, c'est moi. Je dois prendre les décisions, je dois très vite réfléchir à mettre en place un plan stratégique pour dire, voilà, on relance la dynamique et on recrée une histoire. J'ai eu la chance de m'entourer très rapidement des personnes qui étaient très importantes pour moi et qui avaient quitté le club aussi. Je pense notamment à Pierre-Yves Hendrix, qui est toujours le directeur général du club aussi, et vraiment mon bras droit. Walter Chardon, qui est une figure incontournable au niveau commercial aujourd'hui à Charleroi. C'est ces personnes-là qui sont venues avec moi et vraiment à comment tu as fait alors pour retourner les choses en ton avantage ? Très rapidement, eu cette réflexion qui dit qu'un club de foot doit être géré comme une entreprise. Ça ne doit pas être que de l'émotionnel, ça ne doit pas être que de l'affect. Il faut aussi réfléchir en tant qu'entreprise. Pourquoi ? Parce qu'on a un payroll à assumer, j'ai du personnel qui compte sur moi, j'ai des factures à payer tous les mois, des salaires à payer tous les mois, et c'est ça qui devient priorité. Et en même temps, tout faire pour rester en Division 1. Et on sait que le nerf de la guerre dans le foot, c'est souvent l'argent. C'est ce qui permet de pouvoir aller recruter de meilleurs joueurs, de payer de meilleurs salaires, et ainsi de suite. Et pour moi, il était évident que le Sporting de Charleroi devait grandir par paliers. Et parce que je n'avais pas les moyens de pouvoir le faire autrement. On a déjà vu des personnes extrêmement riches qui sont arrivées. Et ça, tu n'as jamais été tenté de faire ça, justement, faire rentrer un groupe qatari ou des Émirats ou américains et de faire un petit peu rentrer de l'argent ? Sauf dans les moments compliqués à l'époque où je me suis dit dans quelle merde je me suis mis, parce que la vérité, c'est que la première année et demie après la reprise, j'ai vraiment vécu des moments très compliqués. Parce que je ne savais pas comment payer, parce que c'était très compliqué, parce que je me serrais la tête en me disant mais qu'est-ce que c'est ? Est-ce que je me suis pas fait, voilà, est-ce que je me suis pas vraiment mis dans la merde ? Il n'y a pas d'autre mot. Je me souviens que à ce moment-là, j'allais aussi, j'ai eu la chance d'être papa pour la première fois. Donc quand on vit au fait tout ça au même moment et qu'on a vraiment une pression financière sur le dos, sincèrement, j'ai vécu des moments très compliqués.
J'ai pleuré. Des fois, j'étais seul le soir dans ma chambre à pleurer, à me dire, mais est-ce que tu es conscient en fait de ce que tu as fait? Et je pense que surtout le plus dur, c'est à ce moment-là qu'on se rend vraiment compte à quel point est-ce que le rôle d'un chef d'entreprise peut des fois être compliqué. C'est la responsabilité par rapport aux autres. C'est le fait de dire, j'ai promis à toutes ces personnes que j'allais reprendre le club et que j'allais réussir. Et ils ont cru en moi. Et donc maintenant, j'ai pas le choix. Il faut que je redresse la barre. Et à chaque fois que je passais par une période de down, le lendemain, c'était de nouveau se rebooster pour reprendre les clés en main et se dire, voilà, on va réussir. T'as une énorme honnêteté justement dans les problèmes que vous avez eus, parce que je trouve qu'il faut déjà être un homme pour dire, bah oui, j'ai pleuré, ça a été très difficile, etc. Mais j'ai toujours pas compris comment tu as réussi à faire pour retourner la situation. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as amené plus de sponsors, tu as réussi à convaincre d'une certaine manière les supporters de venir plus en nombre au stade. Comment est-ce que tu as réussi financièrement à redresser en fait les finances du club? J'ai tout simplement écrit un projet qui a fait sourire à l'époque, qui s'appelait le projet 369. Très connu. Qu'on rigolait avec en disant, voilà, c'est un bail d'appartement. Et ce projet, en fait, a été le début, et je pense que même à l'époque, dans le football en Belgique, aucun club, aucun propriétaire de club, aucun dirigeant n'avait eu le courage de sortir, comme un plan politique, un projet très clairement expliqué, où j'ai été à la rencontre des supporters, à la rencontre des sponsors, à la rencontre de tout le monde, en disant, voilà, j'ai quelque chose, voilà, sur 3 ans, 6 ans et 9 ans, où on va redresser la barre et faire en sorte que le projet tienne la route. Et c'est vrai que les supporters étaient très sceptiques à l'époque parce que, ils n'appréciaient pas mon oncle. Le nom Bayat était un nom lourd à porter parce que mon oncle était quelqu'un d'extrêmement conflictuel. Et j'ai été les rencontrer en leur disant tout simplement, voilà, donnez-moi la chance de pouvoir vous prouver. C'est quoi le projet 369? C'était une vision très entrepreneuriale, comme un plan stratégique que l'on peut présenter maintenant, où il y avait un axe évidemment lié aux sportifs, un axe lié à l'aspect financier, de comment gérer un club de foot, et être aussi très cohérent sur le fait qu'un club doit être rentable. On ne doit pas dépenser ce qu'on n'a pas, on ne doit pas prendre des plans plus strict démesurés. À ce niveau-là. Exactement. Et en même temps, d'avoir une vision sportive qui dit qu'on peut, step by step, aller chercher des résultats en créant une dynamique aussi à travers un groupe qui sera bien géré avec un bon staff sportif. C'était toutes des choses qui peuvent paraître très simples aujourd'hui, mais à l'époque, aller présenter un plan pareil, c'était vraiment quelque chose qui changeait la norme dans le monde du foot et qui d'ailleurs après a été un cas d'école. C'est ce plan 369 a été même vu dans certaines écoles en Belgique où ils en ont parlé justement pour dire que c'était quelque chose de très novateur à l'époque. Et ce qu'il y a aussi, c'est que c'était surtout une vision claire en interne aussi par rapport au personnel, où les gens avaient un guide. Même quand la situation sportive allait un peu moins bien, on se disait toujours non, on va suivre en fait ce plan comme un phare en fait dans le brouillard qui va nous permettre de pouvoir savoir où on va. Et j'ai toujours utilisé en fait ce plan en disant voilà, même quand ça va un peu moins bien, on continue à suivre les choses. Très rapidement, la situation a évolué. Parce que, 1, on a commencé à gagner des matchs. 2, j'ai commencé à vendre des joueurs. Donc, ça nous a permis de pouvoir régler les problèmes financiers qu'on avait. Et ce projet, en fait, a été les prémices de ce qui nous a permis d'être, pendant 10 ans, le seul club en Europe qui, sans jouer de compétition européenne en group stage, a dégagé des bénéfices. Pendant 10 ans de manière consécutive. Bénéfices qui ont été intégralement reversés pour permettre au club de grandir. Et finalement, au lieu de travailler dans le sens inverse de ce que certains font, ça veut dire créer un club qui va bénéficier de l'argent superficiel de quelqu'un d'extrêmement riche qui va débarquer et dire « boum, j'injecte 20, 25, 30 millions dans un club » et puis le rendre dépendant finalement de cet argent. Nous, structurellement, on a fait grandir le Sporting de Charleroi en faisant en sorte, évidemment, que cet argent, tous ces bénéfices qu'on dégageait, ont été réinvestis. C'est comme si, en fait, quelqu'un injectait de l'argent, à la différence près que nous, on a travaillé pour gagner cet argent et permettre au club de grandir par ses propres moyens. Donc ça, c'est une énorme fierté. C'est une grande fierté, et c'est une grande fierté non seulement pour moi, mais pour toutes les personnes qui m'ont accompagné, qui ont été à mes côtés, parce que seul, évidemment, on fait rien, mais je pense que, et c'est souvent, je pense qu'on l'a pas assez suffisamment mis en avant, mais ce qu'on a fait au Sporting de Charleroi à l'époque, et faire en sorte que le club arrive là où il est, oui, ça doit être une grande fierté pour nous, pour tous les Carolos, parce qu'en réalité, c'est le fruit d'un travail qui nous a permis d'être là où on est aujourd'hui. Et quand tu le compares, par exemple, on connaît le plus grand succès aujourd'hui de Belgique, alors c'est pas autant sur la durée comme vous, mais plutôt récemment, c'est l'Union Saint-Gilloise, qui avec des budgets modestes viennent de 3e, puis 2e division, puis 1re division, et maintenant jouent l'Europe, et en plus ils peuvent avoir sortir la tête haute, parce que chaque fois ils sortent des belles prestations. Qu'est-ce que tu crois qu'ils font de mieux que les autres? Alors, il faut savoir que l'Union a quand même bénéficié d'un soutien financier important au départ.
Ça veut dire au moment où le club a été repris, ils ont bénéficié d'une maille financière beaucoup plus importante que celle que moi j'ai eue à l'époque. Mais par contre, et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un vrai modèle à suivre, dans le sens où ils ont mis en place un modèle propre à l'Union. Ça veut dire qu'ils ont un modèle de recrutement, ils ont une même tactique de jeu. Et c'est quoi ce modèle selon toi ? Alors, c'est être capable en fait de pouvoir vendre 4-5 joueurs comme ils le font chaque année, de changer d'entraîneur comme ils l'ont fait chaque année quasiment sur les 4-5 dernières années, et de faire en sorte que le club continue à avoir des résultats. Et ça veut dire qu'ils ont réussi à mettre en place vraiment un schéma propre au club, dans lequel ils sont tellement à l'aise que le club ne dépend plus d'individualité. Le club dépend de son modèle, de son plan stratégique qui a été mis en place. Il est aujourd'hui bien huilé, ça fonctionne. La preuve en est. Sur les 4 dernières années, ce que j'ai expliqué est très clairement en vue. Et donc, c'est pour ça qu'on essaie aussi maintenant, aujourd'hui, à Charleroi, de faire la même chose. À la différence près qu'on réussit à le faire de manière très courte. Moi, j'ai dû passer d'abord par une phase de restructuration et faire en sorte que la base soit solide. Elle est là aujourd'hui. Et aujourd'hui, on est en train de construire aussi, notamment à Charleroi, un nouveau quartier général, un futur nouveau stade qui va arriver. Et en même temps, stratégiquement, l'arrivée de nouvelles personnes comme Nicolas Frutos, par exemple, qui nous ont rejoints maintenant, c'est dans l'optique de mettre en place aussi ce modèle sportif propre au Sporting de Charleroi et faire en sorte qu'on soit pérenne sur le long terme. Parce que l'Union, tu m'arrêtes si je me trompe, mais moi j'ai l'impression surtout aussi qu'ils investissent énormément dans le développement des jeunes. Et leur école de football est assez poussée. Alors pas du tout. Pas du tout. Mais vraiment pas. Alors l'Union, aujourd'hui, ils ont une académie qui est vraiment en train de voir le jour tout doucement. Ok. D'ailleurs, au départ, c'était même scindé. Donc eux, absolument pas le volet. Eux, ils sont vraiment beaucoup plus axés sur du recrutement intelligent. Grâce à une approche extrêmement novatrice qu'ils ont mis en place aujourd'hui, qui leur permet d'aller chercher des joueurs effectivement dans les divisions inférieures. Des fois, on les a vus aller chercher des joueurs en Détroit, en Allemagne, ou voire dans d'autres divisions. Maintenant qu'ils ont les moyens aussi structurellement par rapport à ce qu'ils ont mis en place, ils vont chercher des joueurs évidemment avec encore plus de valeur ajoutée. Je leur ai d'ailleurs vendu mon meilleur joueur l'année passée qui était Adem Zorgan. Nous, à Charleroi, par contre, on développe vraiment aussi notre académie. J'ai investi massivement, énormément sur les dernières années. Et donc, c'est là où l'Union a encore quelques wagons de retard par rapport à d'autres grandes équipes en Belgique. Si on veut comparer, par exemple, avec Anderlecht, Genk ou le club de Bruges, qui est aujourd'hui vraiment le club numéro 1 en Belgique, ils ont un petit retard par rapport à ça, mais structurellement, je pense qu'ils sont aussi en train de travailler pour le mettre en place. Alors un grand merci au sponsor de cette vidéo, Body Training. Je pourrais vous en parler moi-même, mais le sponsor est sur le plateau, donc il vous en parlera mieux que moi. Damien, tu nous expliques c'est quoi Body Training ? Alors Body Training, c'est de l'EMS, donc de l'électrostimulation. C'est des séances de 20 minutes avec un gilet avec des impulsions électriques. Et justement, pour l'occasion, nous vous proposons un code ACTO à 20% si vous souscrivez l'abonnement via notre application. Donc vous téléchargez via Android, Apple Store. Donc l'application Body Training, vous sélectionnez Body Training Gerpine, très important, pour pouvoir valider votre code promo. Mais après, vous pouvez aller faire votre séance dans toute la Belgique et même en Espagne. Et alors, on va un petit peu voir aussi les coulisses. Est-ce que tu as des demandes un petit peu loufoques à un moment de joueurs potentiels qui sont venus à Charleroi ou, parce que par exemple, en NBA, on entend souvent ça, des demandes où je suis OK si tu donnes un poste à mon frère, si tu donnes un poste à mon père, que tu prends ça comme sponsor, qui est une société dans laquelle j'ai investi. Ouais, bon, en 22 ans d'expérience, j'ai évidemment vécu beaucoup de choses, beaucoup de situations. Alors, il ne faut pas comparer le football belge avec la NBA. Je veux dire, bon, là-bas, il peut y avoir vraiment les joueurs peuvent, avec je dirais, être en situation d'une starisation poussée à l'extrême. Ils ont un levier énorme. Donc Exactement. Mais nous, de notre côté, ça arrive aussi. Alors, c'est peut-être pas forcément les mêmes demandes farfelues, mais c'est vrai que j'ai déjà vécu des situations complètement dingues. C'est plutôt, oui, des agents de joueurs. À un moment donné, on veut prendre un joueur, il y a plusieurs clubs qui sont dessus. Il me dit, oui, OK, bon, voilà, est-ce que tu peux prendre aussi son petit frère ? C'est quelque chose, je dirais, pas de commun, mais en tout cas, c'est des demandes qui existent chez nous. Et puis après, quand on a des joueurs qui évoluent chez nous et qui deviennent un petit peu les stars, effectivement aussi, à certains moments, peut me demander, dire voilà, la semaine prochaine, j'ai de la famille, j'ai des gens qui viennent, OK, j'ai besoin de place pour eux, OK, combien ? 45 ? Je dis, bon, OK, 45, c'est quand même un peu beaucoup. Mais c'est des vraies demandes, voilà, c'est des situations qu'on peut vivre. Et puis, c'est vrai que pendant la période où j'ai été aussi président de la Fédération belge de football et pendant 5 ans en charge des Diables Rouges, c'est vrai que là, j'ai vécu aussi des fois certaines demandes qui étaient peut-être un peu plus poussées. Toujours aussi pareil, par rapport à la famille ou des demandes des joueurs qui, à certains moments, te disaient voilà, on doit repartir, qui prend en charge les coûts du jet privé pour qu'on puisse rejoindre nos équipes et en général, on avait des discussions avec les clubs pour essayer de faire en sorte que ce soit les clubs qui, par exemple, prennent en charge
ces frais-là plutôt que la fédération. Mais c'est vrai aussi qu'après, j'ai eu... et là, c'est plus des petites anecdotes, parce que le foot aussi, c'est quelque chose de très culturel. On a des joueurs qui viennent de partout. Moi, je me souviens qu'on avait eu, à un moment donné, un jeune joueur qui était arrivé d'Afrique. Mais il arrivait vraiment d'Afrique. Ça veut dire qu'il n'y avait pas eu de phase de préparation, d'adaptation à la vie en Europe. Et je me souviens qu'on avait été contacté à un moment donné par ses voisins parce qu'il y avait une odeur horrible qui sortait de son appartement. Okay. Et le gars, en fait, je sais pas, c'était comme ça, c'est culturel, il n'y a rien de mal. Il conservait en fait les poissons qu'il allait acheter dans la baignoire. Donc forcément, à un moment donné... Ma grand-mère faisait la même chose. Non, mais donc voilà, et donc forcément, ça crée une odeur assez dingue. Et c'est vrai que on a vécu des moments aussi assez drôles où, comme j'avais 2 joueurs une fois qui avaient fait un petit barbecue dans leur salon sur le parquet, ils avaient mis des briques et ils avaient fait un barbecue. Bon, voilà, c'est des petites anecdotes en fait qu'on peut à un moment donné rencontrer dans la vie d'un dirigeant de club de foot. Et tu as déjà eu des retournements de situation complètement folles? Alors par exemple, un joueur où tu te dis c'est bon, on a serré la main, c'est signé, etc. Et puis le lendemain, tu lis dans les journaux qu'en fait, il a signé Anderlecht. Oui, mais alors ce retournement de situation peut se vivre dans l'autre sens. Mm-hmm. Ça veut dire que moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des accords avec des joueurs, avec leur agent, ou à distance, on faisait tout. Et c'est vrai qu'à l'époque, on n'avait pas... Aujourd'hui, c'est vrai qu'on utilise beaucoup Zoom aussi pour pouvoir déjà rencontrer, discuter, humainement parlant aussi avec le joueur. À l'époque, on n'avait pas forcément tous ces outils. Et je me souviens vraiment une fois où on avait un accord avec un joueur, où, son agent, tout était fait à distance. Et puis le jour où il vient pour signer son contrat, faire sa visite médicale, au moment où je suis en train de discuter avec lui, je me rends compte en fait qu'il est complètement à la ramasse par rapport au projet du club, qu'il n'en a absolument rien à foutre. Et là, ça me refroidit vraiment. Et puis, les gens en interne sentent qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui me dérange. Et puis là, je regarde le joueur et l'agent, je dis écoutez, voilà, je suis vraiment désolé, mais c'est pas possible. Et puis il me regarde comme ça, mais pourquoi? Je dis non, parce que je dis on n'a rien à foutre. Et puis même à ce moment-là, j'ai senti que le garçon n'était pas forcément plus embêté que ça. Il s'est même pas battu pour le contrat, quoi. Non, et puis à un moment donné, voilà, j'ai dit écoutez, laisse tomber. Et puis l'agent a essayé un petit peu de recoller les morceaux, et puis je lui ai dit non, écoute, laisse tomber, ça y est, c'est décidé, c'est pas pour moi. Et d'ailleurs, je pense que le joueur n'a jamais vraiment fait une grande carrière après derrière, donc ce qui démontrait qu'il n'avait pas l'état d'esprit que pour pouvoir... mais justement, parce que tu dis il n'a pas fait une grande carrière après. Il y a des joueurs qui te sont passés juste à côté où tu t'es dit putain, si je l'avais eu celui-là, et qui ont fait des carrières énormes. Énormément. Mais oui, ça arrive souvent. C'est qui celui où vraiment ça t'empêche de dormir, où tu t'es dit mais j'étais à 2 doigts de l'avoir, comment j'ai fait pour pas le signer? Bon, il y en a tellement en réalité, parce que c'est vrai qu'au niveau du scouting, quand on cherche à un moment donné, on scrute, on regarde, mais le problème c'est que chez nous, à contrario des autres clubs, c'est qu'il y a toujours aussi un levier financier qui vient à un moment donné être une barrière. Et on se dit ok, on y va, on prend le risque, on n'y va pas. Mais il y a l'attaquant de Genk, O, qui était là encore l'année passée, et c'est pour ça que je parle un peu d'une anecdote qui est récente. On était en train de finaliser le deal avec lui, on avait un accord avec lui, avec son club, il était au Celtic à l'époque, on était en train de finaliser un accord avec eux sur un prêt avec option d'achat, et puis finalement Genk rentre dans la danse et paye un montant que peut-être on aurait pu payer, nous, en prenant un risque, encore une fois, et moi j'aime pas trop les risques, en fait j'aime moins les risques maintenant qu'à l'époque. Et finalement, je ne me suis pas positionné. Et après, on l'a regretté pendant longtemps. On s'est dit, bon, voilà, peut-être qu'il aurait pu être chez nous. Et maintenant, bon, Genk l'a revendu de nouveau, il est reparti. Mais donc, t'es pas passé à côté de Messi? Je ne suis pas passé à côté de Messi, non. Je ne suis pas passé à côté de Messi ou de Ronaldo. Parce qu'on entend souvent des histoires comme ça, on entend tous les clubs. Ouais. Non. Ouais. Et quel rôle le club peut jouer dans une ville, justement? Est-ce que tu estimes que, par exemple, le club de Charleroi peut complètement redynamiser la ville de Charleroi, qui a peut-être mauvaise réputation, pas à juste titre? On a évidemment un rôle d'ambassadeur, c'est indéniable. Et ça, je m'en suis rendu compte il y a 22 ans quand je suis arrivé en Belgique, ou quand je me promenais à travers tous les déplacements qu'on avait avec le club, et que j'étais une nouvelle figure, et que je rencontrais les dirigeants des autres clubs, et qu'ils étaient assez surpris que j'ai quitté Cannes pour venir à Charleroi. Ils avaient vraiment une image de Charleroi qui ne correspondait pas à ce que moi je voyais quand j'étais là sur place. Et c'est vrai que naturellement, je suis devenu un défenseur de la ville. Je leur disais non, c'est pas le Chicago des années 20. Je veux dire, c'est une grande ville, oui. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas, mais comme je suppose dans toutes les grandes villes, et pas plus qu'ailleurs d'ailleurs. Et après, au fur et à mesure, j'ai même été un peu plus loin. Je regardais, j'analysais des chiffres, je regardais si statistiquement il y avait plus de vols à Charleroi qu'à Bruxelles ou à Liège, ou même dans les grandes villes françaises.
Et en fait, on se rend compte que non. Mais Charleroi a toujours eu en fait une image, je sais pas pourquoi. Encore aujourd'hui, quand on parle de Charleroi, il y a encore des fois des personnes qui disent. Il y a plein de youtubeurs, ils s'amusent à aller là-bas parce que c'est le titre de la ville la plus moche d'Europe. Oui, ce qui est pas forcément vrai d'ailleurs, parce que je trouve que déjà Charleroi sur les 12 dernières années a beaucoup évolué, vraiment. Moi qui suis là maintenant depuis plus de 20 ans, je dirais des fois quand il y a des gens qui me parlent de Charleroi et qui me disent bon, on voit peu d'évolution, je dis non, si tu vois pas l'évolution sur les 12 dernières années, ne serait-ce que sur le centre-ville, il y a un truc qui va pas. Alors après, tout n'est pas encore parfait et je pense que Charleroi qui a été, et on le sait pas et c'est pas assez dit, peut-être une des villes les plus riches au monde. Il y a 60 ans, Charleroi, c'était une des villes les plus riches au monde. Et puis malheureusement, il y a eu un déclin et mauvaise gestion des différentes crises industrielles et économiques par lesquelles la ville est passée. Et puis, il y a eu à un moment donné, effectivement, comme souvent ça a été le cas dans des villes qui ont été riches par le passé, une immigration qui n'a pas forcément eu le bon rôle qu'elle aurait dû avoir. Et on arrive dans une situation un petit peu dans celle dans laquelle on a été. Mais je sens qu'aujourd'hui, on peut profiter même de cette situation à Charleroi parce que le potentiel de croissance qu'une ville aussi grande que Charleroi, démographiquement parlant, peut avoir, ça n'existe pas en Belgique. Et donc, c'est là-dessus, je pense qu'aujourd'hui, on doit surfer et se repositionner. Et nous, notre rôle à Charleroi, et on l'assume pleinement, c'est aussi de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de chefs d'entreprise de toute la Belgique qui viennent peut-être au travers d'un match de football se rendre compte de ce qu'il en est. Notre département commercial a développé aussi vraiment un écosystème à travers lequel on est une vraie porte d'entrée pour d'autres entreprises qui voudraient venir à Charleroi et se dire à un moment donné, bon, on aimerait aussi peut-être participer à cet essor, à ce développement économique qui est en train de se mettre en place. Et on les aide et on pousse justement à faire en sorte que les choses se passent bien. Donc vous avez un rôle aussi un petit peu extra-sportif. Complètement, mais c'est ce que je dis, on a tous à Charleroi, je crois, peut-être une responsabilité. Je dis, c'est de la politique participative. On n'est pas obligé d'être politicien que pour pouvoir vouloir aider naturellement sa ville, sa région à se développer. Et on assume pleinement ce rôle. En tout cas, on essaye de le faire. Mais justement, on parle du rôle que le club peut avoir pour une ville. Mais quel rôle le club peut avoir en tant qu'éducateur pour un jeune, s'il peut en avoir un? Je pense que le foot, je le dis souvent, c'est un petit peu le reflet de la société. Dans nos tribunes, en fait, on a de tout. Il y a toutes les couches sociales de la société. Et nous, je pense qu'on doit aussi avoir un rôle dès le plus jeune âge, que ce soit au travers de notre académie, où on essaie d'inculquer des valeurs à nos jeunes, mais on a peut-être 200 gamins sur toute notre académie, 250. Et on essaie de les former avec ces valeurs-là de 8 à 20 ans. Mais la réalité, c'est qu'on doit aussi avoir un message avec le club qui est celui de dire qu'on peut grandir par nos propres moyens et d'essayer de faire prendre conscience en fait, à tous nos supporters que la réussite peut venir à travers le travail. Et c'est là, en fait, où on touche tout le monde. Et c'est là où, souvent, je dis, il ne faut pas simplement regarder les résultats sportifs, c'est un tout. Et on n'est pas souvent aussi bien compris et bien analysé parce que les supporters sont très souvent aussi dans l'émotionnel pur. On perd quelques matchs et c'est la crise, on gagne quelques matchs, c'est l'euphorie. Et on essaye aussi un petit peu de canaliser tout ça. Mais un club de foot, je pense que de manière générale, et le football de manière générale, dans la société a un rôle extrêmement important. Le football, c'est le sport le plus regardé au monde. Les valeurs aujourd'hui qu'essayent de défendre en cascade, je dirais, la FIFA, l'UEFA, puis ça redescend en cascade au niveau de la fédération. On voit très souvent qu'on a des messages aussi à tenir par rapport au racisme, par rapport au fait d'accepter les autres, par rapport au fait d'être fair-play, de ne pas tricher. Mais vous le faites vraiment ou vous faites juste ce qu'il faut faire? Ça veut dire vous dites juste le message et puis une fois que c'est dit, ben voilà, il se passe ce qui se passe? Ou vous estimez que vous mettez vraiment les choses en place? Je pense qu'on essaie de vraiment mettre les choses en place. En tout cas, chaque club, chaque fédération, c'est quelque chose, encore une fois, qui monte en cascade. Nous, de notre côté, on essaye de le faire et je le dis très souvent, ne serait-ce que par rapport aux valeurs du racisme. Moi, j'ai la chance, en fait, d'avoir grandi aussi dans un vestiaire de foot. C'est l'endroit où, en fait, j'ai vraiment le sentiment que le racisme n'existe pas. Je suis tout à fait d'accord. Mais vraiment n'existe pas. Mm-hmm. Parce que le problème, c'est qu'il y a aussi il y a le cliché en fait du racisme où on va dire à quelqu'un, là, ce qu'on va dire que quelqu'un est noir, attention, c'est du racisme, ou l'autre il est blanc, on va dire dans l'autre sens, c'est du racisme. Moi, dans un vestiaire, j'ai la chance de vivre quelque part où on s'assume comme on est. Ça veut dire qu'ils sont tous frères, ils sont tous solidaires, ils ont une envie, c'est de gagner un match tous ensemble, mais ils s'acceptent comme ils sont. Et je vois un blanc à un moment donné qui va dire hey, mon petit black, viens ici. Et puis l'autre, il va dire mon petit cul blanc, viens là. Mais c'est sincère. Tout à fait. Il n'y a pas de racisme. Et c'est ça qui, pour moi, en fait, est la force aujourd'hui de ce qu'on a dans le foot. Et peut-être qu'on devrait essayer de encore plus le mettre en avant.
dans une ère où souvent on a tendance à faire des stéréotypes et directement à viser les gens. Moi, j'ai le sentiment que voilà, j'ai cette chance énorme de vivre dans un endroit où l'être humain est ce qu'il est, on l'accepte comme il est, peu importe sa couleur, et on l'appelle comme il est. Et c'est ça qui, pour moi, en fait, enlève vraiment tous ces filtres-là, où voilà, il n'y a pas de raison de dire que quelqu'un n'est pas ce qu'il est. Non, mais par exemple, quand je te parle aussi d'éducation, c'est que moi-même, j'ai été coach, et je vais te donner un exemple que j'ai pu vivre, moi, à travers on ne peut pas appeler ça une carrière de coach, mais à travers mon expérience de coach. J'ai mon meilleur joueur, et j'ai le match le plus important, on joue contre les premiers, on est deuxième. Et j'ai toujours mis en règle que si on arrivait 2 fois en retard à l'entraînement, la première mi-temps, on ne jouait pas. Mais là, c'est un match trop important. Du coup, j'ai craqué, je l'ai fait jouer. Est-ce que c'est pas un petit peu une erreur d'éducation ? Parce qu'au final, le message que je fais passer, c'est que certaines personnes, sous prétexte qu'ils jouent un petit peu mieux au foot, tout d'un coup, ils ont des privilèges à accorder pour eux-mêmes que les autres n'ont pas. Comment est-ce que toi, tu réagis dans ce genre de situation ? C'est une question de valeur, tout simplement. Mais je pense que la réalité, c'est qu'il faut aussi accepter qu'à un moment donné, le résultat est prioritaire, et je peux le comprendre. Imaginons un niveau professionnel, à un moment donné, la même situation. Alors toi, tu l'as vécu à ton niveau, mais moi, j'ai déjà vécu des situations où mon entraîneur est venu me voir en me disant, bon voilà, j'ai un problème, parce que notre meilleur joueur est arrivé en retard, et que demain, on a le match hyper important, qu'est-ce que je dois faire ? Et je lui ai dit, c'est à toi de voir ce qu'il en est, mais surtout, partage avec ton vestiaire. Et c'est ça la règle, c'est qu'en fait, en réalité, j'ai dit, cette décision, tu dois la prendre avec les joueurs. Le mettre au milieu de la situation, lui faire comprendre qu'il a commis une erreur, mais décider avec le groupe si en fait ils ont envie qu'il joue parce qu'il va permettre à tout le groupe de gagner, ou si effectivement ils doivent vraiment être punis et ne pas jouer. Mais donc t'as pas peur qu'on véhicule les mauvaises valeurs, parce qu'au final c'est donner quand même un passe-droit à quelqu'un juste parce qu'il est meilleur au foot. Je veux dire, par exemple, le 10e meilleur joueur de l'équipe, la question ne serait même pas posée. On aurait dit, voilà, t'as pas respecté les règles, tu joues pas, c'est comme ça. Alors, pour être tout à fait honnête, encore une fois, c'est une question de valeur. Ça veut dire que si je prends ma casquette du chef d'entreprise qui a mis en place un plan stratégique avec des valeurs propres à la société, je dirais non, absolument pas, il faut être sévère là-dessus. Mais la réalité, et je l'ai vécu, et ça c'est l'expérience du terrain, dans un monde extrêmement émotionnel, et puis dans lequel aussi on doit faire confiance à des gamins, parce que nos joueurs de foot, c'est des enfants encore. Je pars plus, moi, en fait, dans l'idée de les éduquer, justement, de leur apprendre, de leur faire comprendre. Tout le monde a le droit de faire une erreur. Si effectivement tu as un joueur à un moment donné qui te fout le bordel en permanence dans ton vestiaire et qui est tout le temps en retard, même malgré le fait que ce soit le meilleur joueur, évidemment qu'à un moment donné, il faut régler. Mais tu dis tout le monde, mais donc lui, tu vas lui donner une deuxième chance directement, le meilleur, mais par contre, le 10e meilleur, là, tu n'auras aucun problème à dire, ah bon, voilà, il y avait une règle. Non, je pense pas. Je pense que là-dessus, par contre, il faut être cohérent avec tout le monde. Et ça, c'est une ligne de conduite qui fait qu'on tient un vestiaire. Tu sais, je dis souvent, le foot, c'est le sport collectif le plus égoïste qui existe. Parce que tu as des individualités qui pensent à eux, mais un joueur tout seul ne peut pas gagner un match. Ils doivent être 11 sur le terrain, et puis il y a tous les gars qui sont sur le banc et qui doivent aussi pouvoir intervenir au moment où on a besoin d'eux. Et c'est là où c'est le rôle en fait d'un coach, de vraiment faire en sorte que toute cette petite collectivité habite ensemble, accepte l'égoïsme des uns et des autres et crée en réalité un bloc collectif. Et c'est là où on doit justement être capable de créer ce scénario qui fait en sorte à un moment donné qu'on n'arrive pas dans une situation d'injustice. Parce que si on arrive dans une situation d'injustice, on perd son vestiaire. Et je le dis très souvent, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, le foot, c'est le reflet de la société. Ces valeurs-là existent partout. C'est la même chose qu'on voit dans la vie, dans notre société au quotidien aujourd'hui. On parle de plus en plus de problèmes d'impunité, de problèmes de justice, on a des problèmes de sécurité dans notre société. Mais c'est exactement la même chose. Je veux dire, il faut être capable de donner une deuxième chance à quelqu'un, et ça, j'y crois vraiment. Mais il ne faut pas donner de troisième ou de quatrième chance, parce que c'est là où en fait on arrive dans un scénario d'impunité qui ne doit pas exister non plus dans le monde du football, comme elle ne doit pas exister dans la société de manière générale. Et alors, on parle des jeunes et d'individualisme aussi également, mais aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est une évolution un petit peu spéciale. Aujourd'hui, à 14-15 ans, ils ont déjà leur réel Instagram, ils ont leur sponsor, ils ont leur agent. Est-ce que pour toi, c'est l'évolution normale, ou ça t'inquiète, ce genre d'évolution ? Non, ça m'inquiète beaucoup, mais c'est encore une fois un problème de société aussi. Le foot ne déroge pas en fait à ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Il y a un phénomène aussi, évidemment, avec les réseaux sociaux qui prend un poids et un impact complètement délirant. Il y a des enfants aujourd'hui à 13-14 ans avec lesquels, lorsqu'on parle et qu'on dit qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie, ils te disent je veux être influenceur. Et on a le sentiment en fait que c'est devenu vraiment un produit, un rêve pour certains. Et c'est un petit peu ce choix de facilité, de regarder des gars qui sont là toute la journée sur Instagram ou d'autres réseaux et à mettre en avant, même très souvent, des choses qui ne sont même pas réelles. C'est du fake. Mais du coup, il y a des joueurs comme ça à Charleroi, des petits jeunes comme ça, où tu vois, ils sont déjà devenus hyper populaires sur Instagram. Et tu vas un petit peu leur dire
calment un petit peu. Bien sûr, évidemment, c'est aussi notre responsabilité de les suivre. Et ça, c'est nos meilleurs jeunes qu'on essaie de cadrer. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, de plus en plus, les parents aussi rêvent, se laissent aller. Il y a des parents qui aujourd'hui sacrifient énormément de temps, d'argent, d'énergie pour accompagner leur enfant dans l'évolution sportive qu'ils peuvent avoir. Et puis ils se disent, mais peut-être un jour, ça va être le prochain Ronaldo. Et très vite aussi entourés, lorsqu'ils sont bons à 14-15 ans, d'agents qui viennent, alors qu'ils ne sont pas censés en avoir avant leur majorité. Et ça, c'est pas plutôt positif, justement, pour... Pas toujours. Non. Parce qu'il y a aussi, encore une fois, ce phénomène de dire on va pousser. Et nous, de notre côté, ce qu'on veut surtout, c'est en faire des joueurs qui tiennent sur la longueur. On peut être très bon à 14-15 ans, rencontrer une fille à 17 ans, tomber red dingue amoureux de la fille, et puis se dire, à un moment donné, j'en ai plus rien à foutre du football, alors qu'il y a les qualités pour aller plus loin. Mais je veux dire, un être humain est un être humain, et son évolution se fait comme tout autre jeune en réalité. Et donc, c'est là où nous, on doit essayer aussi de les accompagner, d'apporter des barrières, d'apporter un équilibre entre des parents qui peuvent être dans l'excès, entre des agents qui peuvent les pousser à l'excès, et essayer de faire en sorte en fait, qu'ils restent le plus longtemps les pieds sur terre et qu'on puisse leur permettre de grandir comme des enfants qui doivent rester, de profiter du foot qui est leur passion et qui peut un jour devenir leur métier. Et c'est là où ça devient le plus beau métier du monde, parce que je le dis très souvent à mes joueurs qui sont un peu plus âgés et qui ont réussi à passer cette étape-là, rendez-vous bien compte qu'aujourd'hui, vous êtes payé pour faire votre passion. C'est quand même assez magique. Et du coup, quand il y a des parents comme ça un petit peu trop omniprésents et que tu sens que c'est plus eux, leur rêve plutôt que l'enfant, tu gères comment ce genre de situation ? Il faut intervenir. Nous, déjà, il faut savoir, par exemple, qu'aux entraînements dans notre académie, les parents ne sont plus conviés. Ils ne peuvent pas venir assister aux entraînements. Qu'est-ce qui s'est passé ? Des abus, toujours des abus. En fait, des parents qui sont là et qui ne se rendent même pas compte en fait, de la pression malsaine qu'ils mettent sur leur propre enfant. Sans compter quand des fois ça dérape et qu'ils commencent à s'en prendre même pendant l'entraînement à d'autres. Oui, bien sûr, évidemment. C'est vrai ? Parce que pendant les matchs, j'ai vu, mais... Ah non. Ouais, même pendant les entraînements. Et donc là, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit, non, voilà, chacun son job, chacun son métier. Donc, vous n'assistez plus aux entraînements. Il y a une cafétéria. Si vous voulez y aller, vous allez passer du temps là. Et puis, une fois que l'entraînement est fini, vous pourrez récupérer votre gamin et repartir. Évidemment, les matchs, là, après, ils peuvent assister. Mais c'est ça aussi, je veux dire, il faut... on a aussi cette responsabilité-là que d'essayer de faire en sorte d'accompagner au mieux nos enfants et tout ce qui les entoure aussi. Mais supposons que justement, il y a un jeune parent qui vient et qui te demande conseil parce qu'il a envie que son enfant devienne professionnel. Ce serait quoi ton conseil pour que ça se passe le mieux possible et que ça se passe le plus naturellement possible ? Permettre à l'enfant d'évoluer naturellement. J'ai eu le cas de figure avec même des fois des amis proches qui me demandent des conseils par rapport au fait de vouloir absolument pousser leur enfant à devenir professionnel et lui mettre une telle pression en fait qu'à un moment donné il est même dégoûté en fait de ce qu'il fait et c'est ça qu'il faut surtout pas faire. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que si par exemple on le met dans un petit club de quartier, on sait déjà qu'il n'y a plus aucune chance qu'il devienne un jour professionnel, non ? Ou je me trompe ? Très clairement, mais peut-être qu'il va s'éclater. Peut-être que dans le petit club de quartier, ça va être le prince, ça va être le meilleur joueur de l'équipe. Oui, mais à 5, et que là, il va ans, retrouver, je dirais, un élément qui va lui donner de la confiance pour peut-être faire autre chose. Et la confiance dans le football aussi, c'est très important parce que il faut bien être conscient qu'il y a le même nombre d'équipes en Belgique, en Division 1. On est 16 équipes. Et chaque année, il y a des millions d'enfants qui se développent et qui veulent à un moment donné intégrer ces équipes professionnelles qui sont exactement le même nombre. Il n'y a pas de place pour tout le monde. Mais en fait, il n'y a pas de place pour tout le monde au niveau professionnel, mais il y a de la place pour tout le monde dans le football. Et c'est ce que je dis, le plus important, en fait, c'est de trouver quel est le niveau à un moment donné de ces jeunes et leur permettre de continuer à prendre du plaisir. Et j'en vois beaucoup qui sont passés, par exemple, par notre centre de formation, qui aujourd'hui travaillent, ont un boulot, mais à côté de ça, par exemple, jouent au niveau amateur, en 2e, 3e, 4e amateur, où ils vont toucher un petit peu d'argent de poche, des choses pareilles, où ils ont la possibilité de continuer à évoluer socialement parlant à travers une équipe, d'avoir un rôle à jouer, de profiter de certains moments qui vivent bien. Et c'est ça aussi, le foot. Il ne faut pas l'oublier. Le foot, ce n'est pas que ce qu'on voit à la télévision. Il y a aussi toutes ces équipes qui sont à d'autres niveaux et qui permettent à des personnes de profiter de ces moments-là, tant au niveau d'un entraîneur, que d'un arbitre, que des joueurs effectivement qui sont dans ces équipes-là et qui font aussi que le foot est ce qu'il est. Non, mais par exemple, mon fils, moi, j'ai pas du tout envie de le pousser pour que ça devienne un professionnel, mais j'ai envie de lui donner la chance. Et ça veut dire que c'est sûr que si demain je l'inscris dans le club du quartier à 6-7 ans où il sait pas vraiment ce qu'il veut, il a aucune chance d'un jour percer dans le foot. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Voilà, c'est ça que je te demandais. Parce qu'on scoute énormément, on regarde et ça veut dire qu'à un moment donné, naturellement, la voie se tracera elle-même.
Ça veut dire que s'il a vraiment les qualités et qu'il est au-dessus du lot dans cette équipe-là, à un moment donné, il y a quelqu'un qui lui dira, écoutez, même naturellement, c'est la responsabilité du club du quartier. Lui dire, écoute, là maintenant, t'es arrivé à ton palier chez nous, t'es trop fort. Donc on te conseille peut-être d'aller dans cette équipe ou cette équipe-là, qui a un niveau au-dessus. Et puis, au fur et à mesure, on a souvent des mouvements, quand les gamins sont vraiment bons, ils vont changer 3-4 équipes jusqu'au moment où ils arriveront dans une académie élitiste dans laquelle ils pourront peut-être exceller et un jour devenir professionnels. Et j'avais vu une interview d'Eden Hazard qui disait quelque chose d'intéressant. Il disait qu'aussi ce qu'il avait différencié des autres joueurs, c'est que lui, il avait été très, très poussé aussi dans l'athlétisme. Et donc, il avait développé des compétences ailleurs qu'au football. Et donc, lui, il disait que mieux valait toucher un petit peu à pas mal de sports parce que ça pouvait apporter des choses complémentaires que d'autres qui se concentrent uniquement dans le foot n'auront peut-être pas. C'est clair. De toute manière, je pense qu'un footballeur est un athlète aussi. Et plus cet athlète est développé, et au plus rapidement il est développé, au plus ça lui sera utile. L'explosivité, la vitesse, l'endurance sont tous des éléments qui peuvent permettre effectivement à un joueur, à un moment donné, d'être meilleur qu'un autre. Et donc, pour toi, qu'est-ce qu'un enfant apprend vraiment dans un club ? Donc, tu m'as parlé de racisme, par exemple, apprendre à vivre ensemble. Est-ce qu'il y a d'autres éléments, par exemple, l'élément d'équipe, etc., qu'on n'apprend peut-être pas à l'école ou on n'apprend pas dans la vie de tous les jours, mais qu'on apprend dans un club ? Il y en a d'autres qui te viennent en tête ? Évidemment, le football est un vecteur de sociabilisation énorme. On peut avoir des fois des gamins qui sont un peu introvertis, mais par le fait de pouvoir intégrer une équipe de foot, vont pouvoir commencer à s'ouvrir aux autres, de parler, de partager. Le fait aussi d'être une équipe, ça apprend à travailler collectivement. C'est aussi un des problèmes de notre société aujourd'hui qui s'individualise de plus en plus. Tout à fait. On a de plus en plus aujourd'hui des enfants très vite, très tôt, qui s'enferment à travers les réseaux sociaux, dans les téléphones, dans les consoles de jeux. Et ça, par contre, le foot apporte, je dirais, une espèce de solution. Mais c'est pas que le foot, je dirais ça, c'est le sport de manière générale, que ce soit dans une équipe de basket, de volley ou peu importe. Oui, on parle des sports collectifs. Exactement. Et c'est ça qui est très important. Et je pense qu'il faut pousser de plus en plus aussi les parents à essayer d'envoyer leurs enfants à les garder, je dirais, en dehors de la maison. Moi, je me souviens, quand moi-même j'étais enfant, on habitait dans un quartier avec différentes maisons, et c'est vrai que souvent, nos parents, en fait, nous appelaient le soir pour rentrer. Ils criaient, allez, maintenant on rentre, c'est l'heure, il faut venir manger, il faut se plus aujourd'hui. Faut se préparer. Et aujourd'hui, j'ai l'impression en fait que c'est plutôt l'inverse. Les enfants sont tous constamment sur les tablettes, les consoles de jeu, le reste, ou les télés. Mais pour toi, ça devrait pas être obligé, parce que moi, je vais dire, j'ai fait ma réto, je l'ai aussi fait aux États-Unis. Et en fait, ce qui m'a frappé le plus, c'est qu'à midi, tous les jours, on finit les cours. Et en fait, les activités extrascolaires, on est obligé de s'inscrire à certaines activités. Donc moi, en l'occurrence, j'étais inscrit au football. Puis j'ai aussi fait du volley. Enfin, je me suis bien amusé, quoi. Et je me dis, mais en fait, c'est ce qui manque en Belgique. C'est qu'en fait, on essaie de donner une éducation purement théorique à l'école, etc. Mais au niveau pratique, je crois que le football apporte énormément, ou d'autres sports collectifs, comme on l'a dit. Tu ne crois pas que ce serait indispensable qu'on pense à ce genre de système en Belgique aussi ? C'est un thème de société qui mérite un vrai débat, mais je pense que nous, on est aujourd'hui vraiment très ancrés sur une espèce d'éducation généraliste que je n'aime pas. Moi, j'ai souffert moi-même dans mon enfance par rapport à ma scolarité, parce qu'en fait, je m'ennuyais. Et mes profs me disaient souvent que j'avais un peu un caractère du fumiste qui se contentait de faire le minimum que pour pouvoir passer les étapes, alors que j'avais peut-être intellectuellement les qualités pour faire beaucoup plus et je voulais aller prétendre à être le premier de la classe. Mais c'est pas ce qui m'excitait en réalité. Et je trouve qu'aujourd'hui, notre société, elle conditionne beaucoup les enfants à devenir, je dirais, des gamins conditionnés, par le fait de vouloir absolument mettre en place une compétition, ce qui pour moi n'est pas nécessaire à ce niveau-là, d'apprendre par cœur. Parce que si tu veux être le premier, tu dois en fait apprendre par cœur et être meilleur que l'autre parce que tu as appris tes cours plus que l'autre. Moins enclin au débat, à l'échange, au fait de dire on n'est pas d'accord, et je trouve que c'est quelque chose qui est bien, et ça peut aussi peut-être permettre d'avoir une société... de la société en général, oui, plus ouverte, tout simplement, parce qu'on doit être ouvert au débat. On sait plus discuter. Et puis surtout, essayer de trouver l'épanouissement à travers différentes activités. Et c'est vrai que les Américains, dans la culture anglo-saxonne, c'est quand même différent, où là, effectivement, le sport est beaucoup plus important, tellement important, et notamment aux États-Unis, où il y a même des gamins qui peuvent rentrer aux universités, dans les meilleures universités, parce qu'ils sont bons dans un sport, et qu'il y a aussi ce côté de compétition entre les écoles, à travers les différentes équipes qu'ils ont, d'aller le plus loin possible, et qu'on donne sa chance à quelqu'un qui est peut-être intellectuellement pas forcément enclin à vouloir apprendre par cœur, mais par contre qui va être très bon dans les sports. Et c'est vrai qu'on devrait peut-être aussi réfléchir à plus long terme, dans nos sociétés européennes, à peut-être ouvrir un peu plus... la réflexion sur le fait de dire est-ce qu'on ne doit pas essayer d'aller chercher plus l'épanouissement naturel que de forcément faire... Mais parce que dans un club comme Charleroi qui joue la première division ou d'autres clubs dans ce genre-là, tu ne crois pas que l'argent a pris trop de place ? Et ce que je veux dire, c'est que, par exemple,
dans le club dans lequel moi j'entraînais, je sais, parce que je te rejoins sur tout ce que tu as dit pour l'école. Et donc moi, je sentais un petit peu cette mission, pas que de leur apprendre à jouer au football, mais de leur apprendre un petit peu la vie, où j'ai l'impression que l'école ne faisait peut-être pas ce rôle-là. Mais dans un club comme Charleroi, où la rentabilité est importante, où le fait, est-ce qu'il va nous amener quelque chose sportivement à long terme, est-ce que tu crois pas que ça a pris une place tellement énorme qu'au final, on a mis un petit peu le côté éducation de côté ? Non, on essaye vraiment de jouer le jeu, mais encore une fois, je dis, il faut trouver un bon équilibre. Nous, par exemple, chez nous, il est hors de question que les gamins arrêtent leur scolarité avant d'être arrivés soit à la réto, soit en fonction de là où ils sont, d'avoir terminé en tout cas un cycle. Ça veut dire qu'à 18 ans, ils doivent avoir un diplôme. Mais tu dis hors de question, mais c'est en théorie, parce qu'en pratique, comment est-ce que tu mets ça en application ? Non, on suit vraiment, on est vraiment derrière eux et on leur dit, on les punit footballistiquement parlant en fait. Si à un moment donné, ils lâchent de l'autre côté, bah, footballistiquement, on les punit. Ils ratent un entraînement ou des choses. Je veux dire, on essaye vraiment de jouer ce rôle-là. On a pas mal de gamins qui sont par exemple à l'internat, c'est notre responsabilité de les suivre et de s'occuper d'eux. Je dis, on est un petit peu le bras de la famille. Mais là, encore une fois, le problème qu'il y a, c'est qu'on doit s'adapter en fait à une réalité scolaire qui est celle qu'elle est. Moi, j'aimerais que la scolarité soit un peu différente. Et il faut savoir qu'il y a beaucoup de nos gamins qui peuvent bénéficier de la chance de faire du sport-études et des choses pareilles. Ça veut dire avec vraiment déjà des calendriers qui sont adaptés en fonction de ce qu'ils font. Mais c'est encore plus dur parce qu'ils doivent travailler encore plus en réalité. Et c'est très exigeant, mais ça fait partie du jeu. Et ils doivent comprendre aussi que s'ils veulent devenir footballeurs professionnels, il faut passer par l'aspect difficile. Là où on a une responsabilité, c'est qu'on sait qu'ils vont pas tous devenir professionnels. Et donc, c'est pour ça qu'on doit vraiment assumer aussi ce rôle de leur donner une deuxième chance, de dire, bah, si tu n'arrives pas à devenir professionnel, on a en tout cas de notre côté poussé au maximum pour que tu puisses avoir vécu aussi une éducation scolaire qui te permet de pouvoir prétendre à autre chose si tu n'y arrives pas. C'est ça. Et alors, petite question, rien à voir, mais quel est le joueur, que ce soit à Charleroi ou ailleurs, qui t'a le plus impressionné humainement ? Où tu t'es dit, mais cette personne est vraiment exceptionnelle. Bah, c'est un peu cliché de dire ça parce que il est tellement connu. Et tu en as parlé tout à l'heure, mais c'est Eden Hazard. Eden, c'est vraiment quelqu'un avec lequel j'ai créé une relation extrêmement forte pendant la période où j'étais président de la fédération et que je m'occupais des Diables Rouges. Mais c'est quelqu'un qui a bénéficié d'une éducation assez exceptionnelle. Je m'entends tout aussi bien aussi avec ses parents. Et il a ce côté naturel. C'est un bon vivant, c'est quelqu'un qui ne se prend pas la tête, c'est quelqu'un qui a gagné beaucoup d'argent et qui a toujours su rester complètement naturel. Et ça a été d'ailleurs un de mes partenaires les plus importants, parce que quand j'étais en train de négocier souvent avec les joueurs, j'étais vraiment content d'avoir Eden qui avait vraiment les pieds sur terre et qui se rendait compte de ce qui était le plus important, et c'était souvent les autres. Et je trouve que quand on arrive à ce niveau-là, chapeau à lui et chapeau aussi peut-être aussi à ses parents qui ont réussi à faire en sorte que Eden soit un humain mais donc, un peu hors norme. Quand tu dis ses parents, ça veut dire que tu estimes son frère aussi. Donc toi, si tu remets ça sur les parents, c'est toute la famille alors. C'est toute la famille, mais bon, alors après, parce que pour connaître un petit peu aussi les autres frères, ils sont tous différents. Et ça aussi, c'est la nature humaine qui fait ça. On peut pas réussir à faire exactement que des clones. Alors déjà qu'ils aient réussi à faire en sorte qu'il y en ait 3 qui ont fait une carrière professionnelle dans le foot, c'est déjà pas mal. Mais par contre, effectivement, qu'ils ont eu un rôle très important. La famille a un rôle très important. Et alors, autre question un petit peu générale, le joueur belge que tu trouves le plus fort en ce moment, où vraiment tu te dis il est imprenable? Bon, il y en a beaucoup, mais je pense encore une fois pour relativiser, parce qu'on a aussi la chance quand même d'avoir beaucoup de joueurs qui jouent à l'étranger. Moi, j'ai toujours été fan de Youri Tielemans depuis l'époque où je l'ai connu bébé en fait, arrivé chez les Diables Rouges, et aujourd'hui il a un peu ce rôle de patron qu'il doit prendre dans cette équipe-là. Et j'ai toujours aussi aimé, voilà, ça, encore une fois, c'est un garçon bien éduqué, c'est un garçon bienveillant, qui pense aussi aux autres. Et donc, si je dois mettre quelqu'un en avant, c'est lui que je mettrai en avant aujourd'hui aux prémices d'une Coupe du Monde qui va commencer dans pas longtemps. C'est original. Et alors, justement, au niveau Coupe du Monde, tu penses que c'est qui le favori ? C'est toujours les mêmes, hein. On va partir sur le Brésil, alors, la France. Où tu penses qu'ils vont performer bien J'espère, en fait, une Coupe du Monde, pour l'avoir vécu vraiment de l'intérieur, je pense que on peut avoir des fois des équipes à un moment donné qu'on n'attend pas et qui peuvent à un moment donné complètement sortir du lot. Je souhaite que la Belgique, évidemment, aille le plus loin possible. Et j'espère peut-être qu'ils vont surprendre et peut-être qu'on verra quelque chose de différent. Mais sinon, c'est vrai qu'en général, voilà, ça va être les grandes nations. C'est le Brésil, c'est l'Espagne, c'est t'as pas un petit pousset où tu te dis, eux, on les a pas bien analysés? Non, je suis d'origine iranienne, donc voilà, si on peut voir, et en plus on est dans le même groupe que la Belgique, il y aura même un match qui me tiendra vraiment à cœur, c'est Belgique-Iran. Donc pourquoi pas aussi voir peut-être une équipe comme l'Iran dans le contexte actuel. Ils ont bien performé. Ils ont super bien performé, et peut-être que même dans le contexte actuel, ça permettra de
d'amener un petit peu du baume au cœur à tous les Iraniens qui le méritent. Et alors la dernière question, mais t'es pas obligé d'y répondre. Le plus gros mytho au niveau du foot belge que tu as rencontré? Bon, il y en a beaucoup, mais j'ai pas envie de citer quelqu'un en particulier parce que ce serait que de lui donner trop de valeur c'est ça. Que de le citer. Alors on termine toujours un épisode Acto par une action concrète pour rendre le monde meilleur. D'ailleurs, je sais que pour l'instant, on n'a pas encore pu en publier, mais c'est en cours, ça va être filmé et on pourra montrer les actions des épisodes précédentes. Je sais pas si tu as eu le temps un petit peu de réfléchir à une action à laquelle tu penses qui pourrait rendre le monde un petit peu meilleur. Mais on a une fondation aussi à Charleroi. On a créé une fondation il y a un peu plus de 10 ans maintenant. Et cette fondation, elle fait beaucoup de choses. Et le principe de base, lorsqu'on m'a dit « Mais pourquoi tu as créé une fondation ?» J'ai dit tout simplement pour faire le bien et pour aider. Et on a commencé en fait en donnant des cours de remédiation scolaire dans les business sites que nous n'utilisions pas en semaine. Génial. Où on a aidé des gamins qui venaient là et qui avaient des cours particuliers parce que les parents, malheureusement, ne pouvaient pas leur fournir cette aide-là. Et je me souviendrai toujours avoir reçu un courrier d'une maman qui nous remerciait comme jamais parce qu'on avait réussi à faire en sorte que son enfant puisse passer en année supérieure. Ce courrier-là, en fait, a tellement de valeur parce que ça représente pour nous, justement, le fait de dire si on a réussi même à aider qu'une seule personne, c'est déjà bien. Un succès, bien sûr. Et depuis lors, ces cours sont devenus vraiment incontournables aujourd'hui à Charleroi. On aide beaucoup d'enfants, beaucoup. Et puis, on fait aussi de la distribution de vivres, de denrées non périssables. On avait commencé avec une petite distribution. Maintenant, on a quasi tous les 2 mois des centaines et des centaines de personnes qui viennent, qu'on soutient, qu'on aide. Et la Fondation fait encore aussi beaucoup d'autres choses en soutenant énormément d'ASBL dans la région de Charleroi et ailleurs même maintenant, où on soutient des personnes en difficulté, des personnes qui n'arrivent pas à tout simplement pouvoir vivre normalement pour différentes raisons. Et donc, on est là pour ça. Et donc, voilà, ça, c'est un peu le rôle que le Sporting de Charleroi essaye d'avoir. Est-ce qu'on n'irait pas passer une journée avec eux, justement, qu'on documenterait pour leur mettre un petit peu de lumière? Et alors, s'il y a d'autres bénévoles qui voudraient rejoindre par la suite ou des donations qui voudraient être faites, ça pourrait être pas mal, ça. Avec beaucoup de plaisir. On se bloque ça alors jamais demain. Oui, évidemment, avec beaucoup de plaisir. Incroyable. Mehdi, un tout grand merci d'être venu aujourd'hui. Et je peux que te souhaiter en fait la continuité dans le projet de Charleroi. On en est où dans le 369? On est à 9 là? On a dépassé le 369 depuis bien longtemps. On est parti avec un nouveau plan stratégique que j'ai présenté maintenant, c'est Horizon 2030, où on est en train un petit peu, comme je l'ai dit tout à l'heure, de s'inspirer de l'Union, d'essayer de se réinventer en fait tout le temps, avec de nombreux projets aussi d'infrastructures. Je l'ai dit tout à l'heure, on est en train de construire un nouveau quartier général, projet de stade qui sera une enceinte multifonctionnelle. Ça va être quand même génial parce que l'objectif, c'est que ça devienne le temple du spectacle de la Wallonie. Le Sporting jouera au foot dedans, mais ça va surtout être l'endroit où on pourra assister à des concerts avec une jauge de 26 000 en configuration spectacle. Donc, c'est quand même génial. Ça sera la plus grande jauge de Belgique. Voilà, tout ça, c'est des projets aussi, évidemment, qui nous tiennent à cœur pour faire en sorte que Charleroi puisse rayonner complètement et en même temps la Wallonie avec. Alors, je te lance un dernier challenge. La prochaine fois qu'on se voit, c'est le jour où Charleroi est champion de Belgique. Tu reviens me voir et là, on en rediscutera alors. Avec plaisir. Merci. Acto.